Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Nikon D700, une super occasion pour ceux qui cherchent un boîtier plein format à petit prix. Le Nikon D700 est un boîtier assez ancien, sorti il y a presque 15 ans maintenant, qui du coup est l'un des tout premiers pleins formats de la gamme professionnelle Nikon. Il va être évidemment intéressant, là je vais vendre un petit peu la mèche sur la suite de la vidéo, mais c'est pas grave. Il va être intéressant pour ceux qui cherchent du plein format à petit prix, puisque aujourd'hui ce boîtier-là se propose sur le marché aux alentours de 300 € pour des exemplaires en bon état. Donc ça le rend évidemment extrêmement compétitif. La question qui va se poser, ce boîtier étant ancien, pour avoir l'image de quelque chose de complètement dépassé, et ce qu'on va voir ensemble, c'est dans quelles utilisations est-ce qu'il va pouvoir être totalement pertinent, et puis est-ce que vous auriez éventuellement l'intérêt d'investir là-dedans ou pas. Le Nikon D700, d'abord sa fiche technique, je vais reprendre le même fil conducteur pour cette vidéo que celui que j'ai habituellement pour des boîtiers plus haut en gamme, enfin tout au moins plus cher, puisque celui-ci était quand même un boîtier très haut de gamme au moment de sa sortie. C'était le rêve de beaucoup de Nikonistes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier, un boîtier qu'on va dire professionnel, mais qui dans la gamme est considéré par les Japs comme semi-pro, puisque dans l'esprit des Japonais, les seuls boîtiers professionnels sont les monoblocs, ce que nous évidemment entre guillemets on n'admet pas dans notre imaginaire. Dès que vous avez un boîtier plein format, grosso modo il est plus ou moins professionnel, à quelques exceptions près, comme le Canon R8 par exemple, qui est explicitement designé amateur, mais qu'on pourrait aussi assimiler professionnel du fait de ses capacités. Bref, donc là on a un boîtier on va dire classique, qu'on va considérer comme professionnel, avec une construction extrêmement costaude. D'ailleurs, il est bien costaud, bien lourd. Il y a un châssis magnésium bien conséquent dont on sent la masse dans la main. Donc ça pourrait être une de ses limites, d'être assez lourd, mais par contre, il est costaudement construit. Ce qu'il nous propose, c'est un capteur 12 millions de pixels. À l'époque, on appelait ça la haute définition à l'époque, vous vous rendez compte. Aujourd'hui, capteur de 12 millions de pixels, ça serait la basse définition. Néanmoins, là, je vais vous renvoyer à ma vidéo sur la définition, dont je vous mettrai le lien. Alors, je sais pas où, mais je vais le mettre, ça c'est promis. Et du coup, cette vidéo vous permettra de comprendre pourquoi 12 millions de pixels, c'est suffisant. Je dis pas que c'est une définition folle, mais c'est suffisant pour une raison très simple, c'est que pour faire des agrandissements, si votre image est piquée, il vous suffit de 6 millions de pixels. Là, en l'occurrence, vous en avez 12 millions. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Par contre, ça implique d'être assez rigoureux au cadrage. Et si vous voulez avoir toujours au moins 10 millions, ce qui est un bon seuil pour faire des très beaux agrandissements, ça veut dire qu'il faudra être très rigoureux, parce que vous n'avez que 2 millions de pixels, c'est-à-dire en gros 20% de la surface de votre image qui va être sacrifiable. Donc c'est une résolution qui impose d'avoir une certaine rigueur par rapport aux exigences qu'on a aujourd'hui en termes d'agrandissement et de qualité d'image à l'agrandissement. Maintenant, le 12 millions de pixels, il a un atout majeur, en particulier sur ce boîtier-là, c'est sa tolérance optique, parce que plus les photosites sont gros sur un plein format, ou aussi évidemment sur un petit capteur, un APS-C, sur le D300 par exemple, qui est son frère APS-C, plus ces photosites sont gros, moins la densité est importante, et plus le pouvoir séparateur optique aura moins d'importance, ce qui fait que les optiques un peu anciennes vont pouvoir bien passer sur ce type de boîtier. Donc évidemment, pour quelqu'un qui achète du matériel d'occasion et qui fait des compromis, c'est un atout majeur, parce que d'une part, vous pouvez recycler des optiques qui peuvent être un petit peu anciennes, ou vous pouvez investir dans des optiques qui sont anciennes et qui seront souvent décotées et bradées sur le marché de l'occasion. Donc ça, c'est un atout majeur, le 12 millions de pixels par rapport à sa tolérance optique. Ça, c'est génial. C'est un atout que vous n'aurez pas sur des boîtiers plus forts en mégapixels. Autre atout sur ce boîtier-là, c'était sa dynamique, la dynamique du capteur. Alors, je suis obligé de prendre mes notes, désolé. Je vais vous donner 4 chiffres, ceux de DxO et ceux de Photon Photo.
Chez DxO, on nous disait qu'à 200 ISO, il avait 12,5 IL de dynamique à 200, et à 1600, il avait 10,51, ce qui est pas mal, hein, pour cette génération-là, en tout cas c'est pas mal. Et puis chez Photon Photo, on le donne à 9,11 à 200 ISO et à 7,11 à 1600 ISO. Donc je le rappelle, hein, c'est un boîtier qui a 15 ans. Aujourd'hui, on aurait les mêmes chiffres avec 2 IL de plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour cette génération-là, c'est bien. Évidemment, ça veut dire que si vous voulez être aussi exigeant pardon, qu'on l'est avec les boîtiers d'aujourd'hui, il faudrait être malin sur la question de la dynamique, c'est-à-dire pas hésiter à filtrer, pas hésiter à utiliser toutes les techniques qui servent usuellement à gérer la dynamique dans la photographie. Autre atout du capteur de ce D700, et c'était ce qui faisait rêver à l'époque, c'était sa capacité de monter en ISO. Alors là pareil, j'ai un trou de mémoire, c'est ça, il va de 200 à 6400 en natif. Donc à l'époque c'était une performance, aujourd'hui on rigolerait, mais à l'époque c'était une performance, et une performance parce que, alors, suivant votre tolérance au bruit, il était bien jusqu'à 1006 voire 3002, vous voyez. Donc c'était vraiment bien, et même aujourd'hui si vous avez de l'optique un petit peu lumineuse, vous avez du 2.8, du 1.8, des optiques comme ça, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec ce boîtier là. À titre informatif, moi je suis utilisateur DxO pour la post-production. Il faut savoir qu'avec DxO, avec l'ancien algorithme, j'ai été utilisateur D700. C'était mon second boîtier quand j'avais mon premier D4. Je l'ai gardé pendant 1 an. Et donc à l'époque, je dérotisais avec DxO, avec la version de DxO qui n'avait pas encore l'intelligence artificielle, et les photos sorties de DxO de ça ressemblaient vaguement à des photos de D4, parce qu'on arrivait à les purifier de leur bruit d'une façon assez stupéfiante. Alors j'ai pas fait l'expérience avec le nouvel algorithme, mais j'imagine que, étant donné qu'on obtient des résultats tombés par terre avec à peu près n'importe quoi, j'imagine qu'avec celui-ci, ça sera le cas également. Donc ça veut dire que là, on a une très grosse capacité sur la sensibilité et la qualité d'image, quel que soit l'ISO qu'on va employer. L'autofocus, c'est une donnée qui est extrêmement importante pour les utilisateurs d'aujourd'hui, et ça l'était aussi à l'époque. C'était un des éléments qui faisait qu'on rêvait de ce boîtier. C'était qu'il avait le fameux système Nikon, le fameux Multicam 3500 FX, ça vous parle pas. C'est en fait le module électronique à l'intérieur qui gère la F. Module électronique qui a équipé de très nombreuses générations de boîtiers Nikon depuis le D3 jusqu'au D6. Évidemment, ce module électronique a été amélioré, mais néanmoins, ce qu'il nous offrait à l'époque, c'était 51 points de collimateur sur lesquels on pouvait positionner son point de collimateur, donc ça permettait d'avoir une certaine liberté dans le pointage avec l'autofocus, et puis il avait quand même une certaine sensibilité, une très grosse réactivité pour l'époque, hein. Néanmoins, ce que je voudrais dire au sujet de cet autofocus, même si on peut imaginer qu'il est évidemment dépassé par ce qui se fait actuellement, ne serait-ce qu'au cours de ces 5 dernières années, à l'époque on faisait de la libellule en vol avec ça. Alors, moi, j'en faisais pas avec le D700, mais j'en avais fait avant avec le D300, qui est son frère APS-C, qui avait le même système d'autofocus. Je vous mettrai un exemple. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Je dis pas que c'est facile, hein, de faire de la libellule en vol avec ça, mais néanmoins, on le peut. Il va falloir s'accrocher, être motivé, bien connaître l'espèce. Mais voilà, ça veut dire que vous pouvez vous donner des défis avec cet autofocus-là. Évidemment, aujourd'hui, on a des autofocus plus faciles à employer, mais je le répète, cet AF-là était un très bon AF, et il continue aujourd'hui à pouvoir donner de très bons résultats dans beaucoup de situations. Alors la rafale, c'était l'élément sur lequel il était peut-être un petit peu critiqué, parce que, tel que vous le voyez là, sans son grip, il pouvait offrir 5 images par seconde, ce qui est bien pour beaucoup d'usages. Mais, alors je prenais l'exemple de l'animalier tout à l'heure, mais pour le sport ou l'animalier, 5 images par seconde, il y a des cas de figure où vous le jugerez pas suffisant. Donc pour pouvoir le porter à 8 images secondes, il fallait utiliser le grip MBD10 pour
l'alimentation. Donc ça c'est intéressant, mais contraignant parce que parce qu'il fallait absolument s'équiper du grip hein, pour pouvoir doper la cadence de rafale. Néanmoins, 5 images par seconde, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de sujets où vous n'aurez jamais besoin de plus. Soyons clairs, j'imagine, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être même jamais manipulé la rafale. Un petit mot très sobre. Pour parler de la vidéo, cet appareil-là n'a pas de mode vidéo. On était encore à l'époque où ça ne se faisait pas. Donc il n'a pas de mode vidéo, il n'y a pas moyen d'accéder au moindre mode vidéo. Hein. Voilà, je clôt le sujet. C'est un boîtier 100% photo, mais qui est bon dans son domaine. Question prix. À l'époque, en neuf, ce bijou se vendait 3000 balles. Donc c'était un sacré budget, c'était un objet de rêve, je l'ai dit en introduction. Aujourd'hui, en occasion, il est très très fortement décoté parce que très ancien, parce que présumé dépassé. Aujourd'hui, vous avez ceci pour 300 € quand il est dans un état correct. Éventuellement un petit peu plus quand il est très très beau. Donc la question qui se pose, c'est avec les atouts qu'il a et éventuellement en prenant en compte le retard technologique qu'il peut avoir, est-ce qu'il est intéressant d'acheter ça à 300 € en occasion? En fait, je pense qu'il faut prendre le problème différemment, c'est qu'il faut se dire quels sont vos usages et est-ce que ceci va y répondre. Voilà. Moi, je dirais que si vous faites, par exemple, du portrait, du studio, etc., ça va très bien marcher, parce que déjà, vous êtes à 200 ISO, éventuellement à 100 si vous mettez dans l'extension, vous allez être posé, tout ça, donc toutes ces qualités vont vous permettre de faire face au sujet. Maintenant, si vous faites de la photo d'architecture, si vous faites du paysage, etc., ça va très bien fonctionner, moyennant la question de la dynamique, hein, il faudra le prendre en compte, puisqu'en photo de paysage, ça peut vite avoir de l'importance, ça veut dire qu'il faudra travailler un petit peu au filtre, avec du GND notamment. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur les filtres, et puis je l'annonce, mais je referai un sujet que j'avais déjà traité dans le passé, sur tout ce qui est pose longue, et évidemment on parle de filtration et de méthodologie par rapport à ça. Fin de la parenthèse. Deuxième sujet pour lequel il peut être bon, c'est les sujets de type reportage. Hein. C'est un boîtier qui était très utilisé en photo de mariage et qui a largement fait ses preuves. C'est un boîtier qu'on peut employer en photo animalière ou en photo de sport, moyennant de relativiser un petit peu. C'est-à-dire qu'évidemment, les photos qui font rêver, qu'on voit sortir aujourd'hui, sont souvent des photos qui sont faites avec des autofocus qui sont plus confortables à utiliser, donc qui percutent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus réactifs. Ça veut dire que ici, quand vous allez travailler avec ce boîtier-là qui a un petit peu moins de réactivité et un peu moins de précision, évidemment, il y a deux choses qui vont rentrer en ligne de compte et qui sont fondamentales en photographie, qui le sont encore plus quand on utilise des boîtiers un peu anciens, y compris par exemple des argentiques ou des systèmes à mise au point manuels, hein, des systèmes un petit peu classiques, on va dire. Ce qui est important, c'est deux choses qui sont importantes, c'est d'une part votre positionnement dans l'espace par rapport au sujet, et deuxièmement, l'anticipation. L'anticipation va se ressentir en particulier dans trois domaines que j'ai cités à l'instant. La street photo, l'animalier, hein, voir venir les animaux est très important, et puis évidemment dans le sport, tous les gens qui font de la photo de sport régulièrement vous diront que comprendre le jeu et comprendre ce qui va venir dans l'instant d'après est extrêmement important pour être prêt au bon moment. Et donc effectivement, quand vous avez un autofocus qui peut être évidemment un peu en dessous de ce que vous en attendez, la seule réponse c'est l'anticipation. À l'époque où j'avais mon D300, je rappelle le petit frère APS-C de ce boîtier-là, ce qui faisait la différence, c'était l'anticipation sur le mouvement, en l'occurrence à l'époque beaucoup des martins pêcheurs en vol. Et donc ce qui faisait la différence, c'était l'anticipation, et c'était ma seule bouée de sauvetage, si je puis dire. Alors, petite pause dans cette vidéo, d'une part, pour évidemment vous appeler à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification, mais surtout, cette vidéo ne serait pas possible, alors d'une part, sans les spectateurs que vous êtes, évidemment, mais d'autre part, sans le soutien de Déclic 17 qui m'a partagé, surtout prêté, ce D700 pour tourner cette vidéo, puisque évidemment ça fait un moment, ça fait 3 ans que je ne suis plus nikoniste, et ça fait bien plus longtemps que je me
suis séparé de mon D700, donc je n'ai plus la machine pour vous la montrer à l'écran. Donc bah, merci à eux, un grand merci à eux. Déclic 17, hein, c'est mon fournisseur habituel, hein, tout simplement. Une petite boutique en centre-ville à Saintes, que évidemment je vous invite à aller rencontrer à l'occasion. Donc en attendant, on reprend notre vidéo. Alors oui, oui je recommande l'achat du D700 si vous cherchez un boîtier dans un budget de 300 €. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce qu'il va pouvoir faire face à beaucoup de situations. Néanmoins, voilà, il faudra que vous soyez un photographe attentif à votre positionnement dans l'espace, attentif à l'anticipation du mouvement des sujets, de leur action. Et puis, n'hésitez pas à choisir de l'optique sur laquelle vous allez pouvoir capitaliser, c'est-à-dire l'optique qualitative que vous pourrez conserver et réemployer quand vous allez passer sur un boîtier éventuellement un petit peu plus haut de gamme. Parce que ça, c'est essentiel, hein, de capitaliser l'optique, puisque c'est de l'investissement qui reste, alors qu'on sait que les boîtiers, même si on les garde un peu longtemps, de toute façon, ils vont tourner. Donc, la seule chose qu'on peut ne pas faire tourner, c'est l'optique de qualité, parce qu'elle, elle garde ses qualités justement optiques, à moins d'acheter effectivement des optiques qui ne supportent pas la tolérance optique, hein. C'est-à-dire que si vous lorgnez sur des boîtiers de 24-36 millions de pixels ou plus, effectivement, il faudra être malin sur le choix de ces optiques et choisir des optiques qui passent bien sur ces types de capteurs. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que quand je fais une telle vidéo, ce que j'aime bien faire, c'est une fois qu'on a présenté le boîtier qui est l'objet de la vidéo, on va faire un petit comparatif avec des boîtiers dans la même gamme de prix qui pourraient constituer une alternative au boîtier dont on parle, donc là en l'occurrence du D700. Donc là je vais reprendre quelques exemples de boîtiers Nikon dans le même prix, et je vais faire aussi un petit écart en allant chercher des boîtiers dans des prix un petit peu plus élevés, mais qui pourraient avoir d'autres atouts et peut-être en fonction des usages pour lesquels vous envisagez de les employer, peut-être remettre en question le choix initial. Premier boîtier dont je voulais vous parler, c'est le D7100 et le D3500. Pourquoi? Parce que c'est des boîtiers qui sont effectivement pile-mille dans la même fourchette de prix en occasion, on s'entend bien, et donc évidemment vous allez pouvoir les mettre en face en disant, ah, si j'ai 300 €, peut-être que je pars vers ça. Pourquoi? Parce que ces deux boîtiers-là sont évidemment plus récents, avec des systèmes plus récents, et en particulier ils ont 24 millions de pixels. Donc évidemment, comme souvent les gens sont séduits par les millions de pixels, et donc ça serait assez tentant. Bon, néanmoins, là où je mettrais un petit bémol, c'est que ce sont des boîtiers APS-C, donc ça veut dire que si vous allez sur un D700, souvent c'est que vous avez en tête d'aller vers le plein format, et là en l'occurrence, ça marchera pas, parce que ils seront jamais plein format ces deux boîtiers. Néanmoins, c'est des boîtiers qui sont correctement construits pour leur gamme, hein, puisque je le rappelle, le D7100 c'est plutôt un boîtier expert, enfin amateur expert, et puis le D3500 c'est un boîtier, on va dire amateur tout court. C'est des boîtiers qui étaient corrects, hein, par rapport à leur prix et à leur gamme. Leur atout majeur, hein, c'est d'avoir 24 millions de pixels. Pour le reste, par rapport à un D700, hormis la qualité de construction ou la légèreté, parce qu'évidemment ils sont plus légers, il n'y aurait rien à souligner, ou le fait qu'il soit APS-C, si j'oublie que le fait qu'il soit APS-C n'est pas que un inconvénient, c'est aussi la possibilité de démultiplier les téléobjectifs. Si vous montez un 400 mm, il vous donnera une apparence de 600 mm en cadrage, ce qui veut dire que pour les photographes animaliers en particulier, ça peut constituer un atout. Donc évidemment, je parlais de photo animalière tout à l'heure, ça peut être une réponse, hein. J'ai été utilisateur des 300, donc je comprends bien la logique. Néanmoins, vous ne pourrez pas égaler ce que vous faites en termes de tolérance optique et de piqué avec le D700. Hein. Là-dessus, il n'y a pas photo, c'est un mauvais jeu de mots. Ces deux boîtiers vont avoir grosso modo 0,5 points d'IL en plus par rapport au D700, donc en dynamique du capteur. Alors n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la dynamique, hein, des capteurs. Là encore, je vous explique un petit peu les bases de ce que c'est, comment ça fonctionne et comment il faut l'analyser. Donc bon, 0,5 c'est pas énorme, mais c'est un petit plus qui peut intéresser les photographes paysagistes et d'architecture en particulier, parce que c'est un domaine où c'est particulièrement sensible. Alors maintenant, je voulais parler d'un autre boîtier, on va dire deuxième voire troisième exemple, parce que j'ai déjà fait deux exemples que j'ai groupés en un. C'est le Nikon D600.
qui est un boîtier qui va aujourd'hui se vendre aux alentours des 350 €. Alors c'est un petit peu plus cher, mais pour le coup c'est un boîtier beaucoup plus récent qui reste sur du plein format, qui vous permet d'accéder à du 24 millions de pixels, qui vous permet d'accéder à de la vidéo Full HD jusqu'à 30 images par seconde, donc pour nous, Européens, plutôt 25, puisque c'est la cadence sur notre territoire. De la rafale à 5,5 images par seconde, donc on n'est pas très loin de ce que faisait un D700, hein. Euh, et puis de la sensibilité 100 à 6400 ISO, donc c'est presque la même fourchette en petits ISO au monde d'un cran, ce qui peut être un atout par exemple pour les gens qui font du studio, qui vont pouvoir avoir besoin de comme on monte plus en intensité de lumière avec les éclairages, on va pouvoir se permettre de réduire l'ISO. Donc ça c'est plutôt un atout. Et en dynamique de capteur, il avait un IL de plus de dynamique. Donc ça veut dire que là il y a un écart substantiel sur la dynamique, ce qui fait que le D600 va tout de suite intéresser beaucoup plus facilement les photographes paysagistes et architecturaux en particulier, parce que avec un IL de plus, la différence se creuse. Alors attention avec le 24 millions de pixels, hein, là on a 24 millions de pixels sur le D600, ça vous donne des facilités de recadrage, hein, ça c'est indéniable. J'ai même jusqu'à dire que le 24 millions de pixels, pour ça, c'est probablement entre la tolérance optique moyenne et puis la facilité de recadrage, c'est probablement le meilleur compromis en termes de définition. Mais néanmoins, ça veut dire que là où sur D700, on pouvait se permettre beaucoup de choses en termes de tolérance optique, il faudra être un petit peu plus attentif sur le D600. Donc ça veut dire que c'est un petit peu plus contraignant. Mais néanmoins, voilà, si vous cherchez un boîtier un petit peu plus récent, il va être intéressant, voire même très intéressant. Là où il y a un petit X, c'est que le D600 avait des petits problèmes de taches d'huile qui se faisaient sur le capteur pendant l'usage, qui venait probablement du mécanisme de l'obturateur et du miroir. Donc ça faisait comme une constellation de poussière sur le capteur qui s'amplifiait avec l'utilisation. Alors normalement ces boîtiers ont plus ou moins tous été envoyés en SAV par leurs utilisateurs, mais on peut encore avoir des surprises. Donc c'est ce qui faisait que le D600 a très vite été décoté et qu'il y a eu un modèle de remplacement, le Nikon D610, mais qui pour le coup est beaucoup plus cher en occasion, parce que forcément ayant moins de soucis, il est plus recherché. Un tout dernier mot avant de conclure, je vais prendre en dernier exemple, en quatrième exemple. Souvent j'en prends que 3, mais là on va mettre un quatrième. C'est un boîtier qui fait le double de prix. Voilà, j'assume. On est à plus de 600 € en boîtier d'occasion. C'est le Nikon D3S. Donc en fait c'est le grand frère du D700 chez les monoblocs. Le D3S c'était une pure légende qui aujourd'hui va se brader aux alentours de 600-700 € suivant son état. Quel est l'atout de ce D3S? C'est que si le D700 est très bon sur les ISO, le D3S l'est encore plus. Bon, donc ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui shoot en basse lumière, etc., ça va vous apporter un atout majeur. Si vous faites de la photo d'action, le D3S en natif, c'est du 11 images secondes. Donc là, on a de la vraie grosse rafale mécanique. Donc ça, effectivement, ça va être un atout pour les gens qui font de la photo d'action. Et puis, comme vous n'avez pas besoin de grip supplémentaire pour le suralimenter, il a déjà sa poignée secondaire avec ses grosses batteries à grosse autonomie. Donc là-dessus, vous avez un petit peu un tout intégré. Enfin, c'est un monobloc, quoi, hein, si je puis dire. Donc, voilà, il a des atouts supplémentaires, ce D3S. Mais attention, c'est quand même un monobloc. C'est quand même un peu plus d'1,2 kg, même si les monoblocs d'aujourd'hui chez Nikon sont beaucoup plus lourds, hein, on est sur 1,5 kg, là où la concurrence, Canon en particulier, fait des monoblocs de 1 kg. Bon, néanmoins, 1,2 kg par rapport à un D700, c'est substantiel en augmentation de poids, mais évidemment, vous n'avez pas du tout la même performance, hein, je le rappelle, hein, l'ISO du D3S, c'est 200 à 12800, là où le D600, c'est 200 à 6400. Donc il y a un gain substantiel, mais voilà, vous avez plus de rafale, vous avez plus d'autonomie, et puis vous avez aussi la prestance qu'en impose ce type de boîtier, hein. C'est indéniable, c'est un petit peu rageant, hein, mais si vous êtes prestataire en particulier, vous allez être jugé sur vos apparences, et si vous avez le gros boîtier avec la grosse optique lumineuse, tout de suite vous êtes jugé crédible, alors que vous ne l'êtes pas si vous débarquez avec une caméra d'action.
Ça veut pas dire que vous sachiez pas mieux vous en servir que ceux qui ont un gros boîtier, mais n'empêche qu'on est jugé sur les apparences, et le fait d'avoir de la prestance avec un équipement qu'on impose, dans certains milieux, peut faire une différence significative. Pour conclure, je vous recommande, si vous avez un budget 300 €, de vous intéresser fortement au Nikon D700, parce qu'il a des qualités indéniables, que même avec les meilleures innovations, on ne lui enlèvera pas. Effectivement, les meilleures innovations auront toujours des trucs en plus, ça on ne peut pas le nier, voilà. Il y aura toujours un confort d'utilisation en plus, mais le D700 va garder ses qualités d'origine et va pouvoir être très performant sur beaucoup d'usages. Donc j'ai envie de dire, quelqu'un qui veut se lancer dans la photographie, se lancer dans plein format, avoir un minimum d'exigence, le D700 va pouvoir y répondre. Ouais. Néanmoins, vous avez des alternatives qui vous sont possibles, en particulier les deux boîtiers APS-C dont je vous ai parlé tout à l'heure, le D7100 et le D3500, et puis des possibilités en plein format, telles que le D600 ou le D610, ou éventuellement des boîtiers un petit peu plus haut en gamme si vous êtes prêt à franchir le pas d'augmenter le budget. Bon, néanmoins, là où je vous recommande, les 3 points sur lesquels je vous recommande d'être hyper attentif, c'est choisissez bien vos optiques, choisissez des optiques que vous allez plutôt garder, donc des optiques à capitaliser. Deuxième point, travaillez de façon attentive, extrêmement attentive, sur votre positionnement dans l'espace en photographie. C'est ce qui fait la différence, et surtout, ça vous coûte pas un centime. Et puis troisième point à travailler de façon aussi très très attentive, c'est votre anticipation sur l'action. Pareil, ça vous coûte pas un centime, c'est ce qui vient de vous, et c'est ce qui vous permettra d'utiliser plus facilement des boîtiers sur lesquels vous aurez fait des compromis au moment de l'investissement. Par exemple un D700, mais ça peut être autre chose. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, je vous incite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager, etc. C'est très important pour les petits créateurs comme moi qui, finalement, c'est notre seule récompense, hein, parce que nous, on n'est pas sponsorisé. Enfin, en l'occurrence, on pourrait peut-être l'être, mais moi, je ne le demande pas. Donc voilà, ma seule satisfaction, c'est d'avoir du public. Donc merci à vous quand vous êtes là jusqu'à la fin de la vidéo, c'est génial. Et puis en attendant, j'espère vous retrouver sur le terrain éventuellement. Et surtout, je vous souhaite de vous éclater avec des boîtiers de rêve. Et à très bientôt.